tout le monde au programme des FMI. Mais vous endettez, vous êtes content de vous endetter. Si un État est indépendant, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il ne faut pas courir le programme des FMI, vous avez peur des FMI. C'est n'importe quoi. Combien ils nous ont donné? Si on donne 1 milliard, on est incapable d'avoir 1 milliard. Il faut courir derrière eux. Mais non, messieurs. Ce n'est rien du tout, ça, 1 milliard, 2 milliards. Quand vous avez dit que vous avez 14 milliards de budget, ben alors, à quoi bon l'FMI? Qu'est-ce qui apporte? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la présent? On peut me parler un peu climat des affaires, ça a été tout ça. Oui, je crois. Même, c'est pour rien. Si un budget qui était des 14 milliards, du jour au lendemain, il y a un déficit. Donc les gens, il y a beaucoup d'argent, il y a liquidité, il y a les pouvoirs d'achat. Si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, je crois que les gens ne vont pas investir. Si il y a moins de capital. Dans des pays que tu viens de parler, États-Unis, France, tout ça, mais il y a de l'argent. L'épargne, un exemple, dans un pays comme la France aujourd'hui, l'épargne, les gens, ils ont épargné aujourd'hui en France plus de 3 000 milliards d'euros en épargne, ils ne touchent pas. Donc, avec 3 000 milliards comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire les banques? Ils vont donner le crédit par-ci, par-là. Ils vont financer les entreprises. Ils vont donner le crédit à la consommation. Les crédits revolving à tout le monde. Il y aura l'économie qui va fonctionner. Il y aura quoi? Il y aura aussi la création d'emplois. Les gens vont travailler, il y aura création d'emplois. Parce qu'il y a l'investissement est là. Mais nous, les gens, ils viennent pas parce que personne ne vient. Il y a beaucoup. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux ici, depuis les États-Unis d'Amérique, dans votre nouveau programme des États-Unis, terre d'opportunité. Bienvenue dans notre magazine dédié à l'exploration profonde du monde des affaires, de l'économie et du développement national. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Aimé Lambala, un expert réputé en haute finance, macroéconomie et marché financier, qui apporte avec lui une expertise dans le domaine des affaires et de l'économie en tant que CEO d'Als Finance et expert CIF. Alors que la République démocratique du Congo traverse des défis sociaux, économiques et sécuritaires, le rôle du secteur des affaires devient de plus en plus crucial pour le développement et la prospérité nationale. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment le secteur des affaires peut devenir un moteur essentiel du développement économique en République démocratique du Congo. Aimé Lambala, nous vous saluons. Oui, bonjour, c'est Forien depuis les États-Unis. Donc, j'ai salué aussi tous ceux qui vont nous suivre à travers le média. Donc, bonjour, très content. Je fais de la haute finance, donc dans le cabinet ALS Finance, SAIF, de Corporate Investment Financière. Et je suis monétariste, macro et le marché financier aussi, je fais partie. Aimé Lambala, nous sommes en connexion entre Dallas et Paris pour parler d'un sujet capital qui est le monde des affaires. Récemment, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Tuluka, a été nommée par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Quelles sont vos impressions en tenant compte des nombreux défis dans cette période en République démocratique du Congo? Bon, moi, je crois que je souhaiterais bon vent à cette dame. Donc, pour une fois, on a une femme. Mais je crois que dans des pays un peu comme le nôtre, il n'y aura pas un changement profond. Parce que je vois déjà, je la félicite en premier lieu. Deuxièmement, quand je vois ces vagues un peu de partis politiques faisant un peu la ronde, un peu là, autour pour des postes, c'est le même tête qui reviennent. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose, un changement. Mais peut-être les changements est que à la tête du gouvernement, il y a une dame. Les restes, ça sera une répétition un peu déjà connue. Je suis pas dur, mais j'ai dit ce que je pense. Lorsqu'il y a des grands défis dans le pays, pensez-vous qu'on doit seulement se limiter dans les consultations politiques pour choisir les managers dans des postes de ministres en République démocratique du Congo? Est-ce que, selon vous, on ne peut pas piocher des expertises ailleurs, peut-être des expertises qui ne sont pas nécessairement en politique, pour répondre aux défis de la RDC?
Ben, je crois qu'il y a le deux à la fois. On peut rester dans les politiques s'ils sont compétents, pourquoi pas. On peut aussi piocher à l'extérieur, comme vous disiez. Mais il y a un problème. Si je mets le guillemet entre les deux, dans les passés, c'est le même tête. On a 64 ans d'indépendance, c'est le même tête qui défile. Hein. Il n'y a pas un changement. Pourquoi pas prendre un peu l'extérieur un peu pour mettre des dents, pour un peu essayer un peu de mélanger les deux. Pour l'instant, tous ceux qu'on a connus 64 ans après, ben, c'est toujours les politiques. La prévenée, ils sont en train de faire le défilé un peu, chacun propose ce qu'il il a intérêt pour son intérêt, pour sa famille, mais personne ne pense en RDC. Hein. Donc, eux, c'est pour leur pays, leurs intérêts perso, ainsi que leurs partis politiques et leurs enfants. Donc, j'ai conseillé à cette dame, surtout si elle veut vraiment s'en sortir demain, de mettre un peu de côté le tendance politique et d'appliquer une politique qu'elle va avoir, mais bon, en accord avec le chef de l'État. Mais il faut toujours regarder l'extérieur, parce que l'extérieur, bon, moi, je vous donne un exemple, moi. Je peux être un conseiller, quoi que ce soit, mais je dirais la vérité. Si ça ne marche pas, je me casse. Donc, voilà un peu, 3/4 qui sont là-bas, ils acceptaient tout parce que moyennant finance, moyennant quelque chose, changer un peu la vie, ils vont accepter tout, ce qui fait que le pays n'avance pas. Il n'y a pas de politique sans économie. Il n'y a pas de politique sans marché, sans entreprise. La grande question est celle-ci. À l'aube de la formation du nouveau gouvernement conduite par Madame Judith Tuluka en République démocratique du Congo, quelle est la part du secteur des affaires, du monde des affaires, pour impacter positivement la croissance économique en République démocratique du Congo? Vous, en tant qu'expert financier, quel est le rôle du monde des affaires sur l'économie d'un pays? Ben, les affaires, on a toujours. Donc, moi, je crois que les affaires et les politiques, c'est pareil. Un pays, parce que pour l'émergence, tout ça, il faut les affaires. Sans affaires, on ne peut pas. Il faut fusionner les deux. Il faut laisser aussi la place à ceux qui vont faire les affaires. Donc, chez nous, malheureusement, les hommes politiques sont devenus aussi les hommes d'affaires. Les hommes politiques sont aussi en connivence pour un marché. Donc, ils sont là toujours, ils mettent des cadres. Il peut y avoir quelque chose, un marché. Ben, pour travailler avec, on te donne un fil à marché. Il faut toujours la part 10 à 20% des politiques qui vont prendre l'argent. Ce qui veut dire que donc les affaires ne sont pas transparentes au Congo. Il y a toujours la main noire des politiques. Il y a toujours quelque chose des politiques, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une transparence, malheureusement. Donc, il n'y a rien qui a changé depuis. Hein. Donc, le pays marche avec les politiques. Sans politique, tu ne peux pas avoir un marché. Sans politique, tout est fermé. La preuve est maintenant aujourd'hui. On n'a pas un gouvernement, tout est bloqué. Peut-être s'il y avait vraiment autre chose, les politiques ne s'immisçaient pas dans les affaires, on pouvait avoir beaucoup de choses. Allez-y dans le mine, aujourd'hui, il y a que les politiques qui sont là-bas. Malheureusement, donc les affaires, les hommes d'affaires ne sont pas indépendants, malheureusement. Vous étiez récemment en Suisse Oui. dans le cadre de votre mission de consultance. Quel est l'impact du monde des affaires en France, par exemple, là où vous résidez? Et même, vous pouvez nous donner l'exemple de l'Union européenne et comment cela impacte l'économie européenne et française en particulier? Donc, d'abord, merci pour la question. Donc, vous voyez un peu l'Europe, il y a quand même une liberté. L'État laisse les gens d'explorer et les privés, ils ont un mot à dire. L'économie dans des pays industrialisés comme ça, c'est les privés qui amènent, les entreprises privées. Il y a une liberté. L'État donne le moyen, les capacités, intervient s'il faut. La prévenue durant la période de Covid, l'État français, américain, ils ont pratiqué l'hélicoptère monnaie là où tu es. Donc, en donnant un peu d'argent, tout ça pour inciter les gens à consommer. Ici, les gens qui partaient pas au boulot, l'État avait quand même fait quelques gestes en donnant des salaires et subventionner les entreprises qui ne pouvaient pas. Parce qu'il y a le carnet des commandes était vide, ce qui veut dire durant 10 ans, ce qui a poussé à l'État d'intervenir, de donner un peu, ici on appelle ça PGE, c'est-à-dire que un prêt garanti de l'État, donc pour de l'argent que vous voulez, vous donne pour que vous puissiez vous financer. Donc, l'État est là pour accompagner les entreprises, les hommes d'affaires, tout ça, et les entreprises des hommes d'affaires. Mais chez nous, ben, malheureusement, donc, l'État est là pour prendre part, participer dans d'autres entreprises. En exemple, je pourrais donner Air France aujourd'hui ou Renault, tout ça. L'État français est dedans. Donc, l'État peut faire partie, mais en minorité, laissant un peu la place aux autres, c'est-à-dire aux privés de gérer. Et malheureusement, chez nous, l'État est par-ci, par-là, donc on ne sait pas comment faire. Mais dans des pays industrialisés, c'est l'État qui laisse la place au privé. 3/4 des entreprises, toutes les entreprises, la moyenne, en général, c'est les privés qui amènent la croissance, les privés qui embauchent.
Ce n'est pas l'État. L'État, il est là, fonction publique. Bon. Mais bon, c'est pour recadrer un peu. Les restes du temps, c'est les privés qui amènent tout, la croissance, le développement, l'investissement. Donc, sans investissement, on ne peut pas avoir quelque chose. L'État participe quand même aux investissements en donnant des moyens. Je pourrais un exemple aussi en France, les secteurs un peu d'immobilier. En France, des gens, donc, les Français, 3/4, ils sont propriétaires de leur maison. Mais qui finance? C'est l'État qui fixe un peu les taux, c'est-à-dire qu'il tire des taux par rapport aux moyens, tout ça. Il dit que ces taux-là, les banques ne peuvent pas dépasser pour permettre aux gens d'acquérir leur maison. Mais chez nous, il n'y en a pas de système, malheureusement. Donc, voilà. C'est que l'État est appelé à accompagner les hommes d'affaires, à accompagner les entreprises, main dans la mer. S'il y a quoi que ce soit qu'il faut qu'ils interviennent. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris, en France, et Dallas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Aimé Lambala, expert en haute finance. Aimé Lambala, pourquoi se plaindre que le monde des affaires congolais ne puisse pas impacter l'économie en République démocratique du Congo quand vous avez les Chinois, quand vous avez les mining, quand vous avez des grandes banques avec des capitaux colossaux apportés par les étrangers? Ben, je vais rectifier un peu. Au Congo, il n'y a pas des grandes banques, c'est des petites banques et assurances. Il n'y en a pas des grandes, malheureusement. La première banque congolaise, je ne sais pas si Robank ou Equity, donc ils sont dans les 80e, 180e en Afrique, avec une capitalisation dans toute la République, je crois qu'on a moins de 10 milliards ou 12 milliards comme ça, donc c'est rien du tout, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment l'argent. Même les assurances qui sont au Congo, c'est des petites assurances. Parmi les 200 meilleures assurances en Afrique, aucune est venue au Congo parce que le marché n'est pas intéressant. Alors, je vais pas fustiger un peu ces Chinois, tous ceux qui viennent là pour les affaires, malheureusement. Donc, quand j'entends tout le monde parler un peu, il y a que des banques étrangères, tout ça, pourquoi on n'a pas de banque? Je suis même 3/4 des hommes politiques en parler, des économistes aussi en parler. On n'a pas de banque congolaise, mais sauf rien. Je pose la question, qui a interdit aux Congolais de posséder une banque? Mais personne. Est-ce qu'on les a dit, vous montez une banque? On vous a dit non? Non. On n'a pas de liquidité pour monter une banque. Les autres, ils viennent parce qu'ils ont l'argent. Et nous, si on a l'argent, je ne sais pas, seulement les politiques, ils ont l'argent, ils préfèrent expatrier ça ailleurs. Donc, aucune personne nous a interdit d'avoir de banque. Le mining aussi, c'est l'étranger. Parce que c'est les banques étrangères qui leur donnent l'argent pour venir en RDC. Donc, ce n'est pas interdit d'avoir une banque. Les Congolais pleurent tout le temps, il faut des banques. Mais il faut pas oublier quelque chose quand on a une banque. Une banque, en soi, c'est vous apporter un capital et un petit fonds de roulement. C'est les dépôts des gens. Il faut que les Congolais puissent avoir un pouvoir d'achat et un déposer, enfin, qu'il y ait l'épargne plus et les crédits, les différences entre les taux d'équilibre qui va pousser aussi qu'on va donner les crédits ou pas. Quand quelqu'un a 3/4 des Congolais, ils bossent pas, il n'y a pas de travail, ils ont un pouvoir d'achat faible, mais à quoi bon avoir une banque? Les banques qui sont au Congo, c'est des banques de dépôt. Ben, malheureusement, on le taxe un peu, ils sont un peu, ils prennent l'argent, ils partent chez eux, c'est normal.
C'est comme moi, si je viens aux États-Unis, j'ai monté une banque congolaise. Si j'ai l'argent, je retourne avec ça au Congo. Je ne vais pas garder aux États-Unis. Mais si ça va apporter un peu de la croissance, oui, pourquoi pas. Maintenant, chez nous, quelqu'un qui vient faire une affaire au Congo, le pouvoir d'achat est faible. Les gens n'ont pas de salaire, donc ils ont un salaire mais minime. Donc la croissance, l'attraction, un peu, attractivité des affaires n'y est pas. On préfère aller ailleurs, travailler chez vous, prendre un peu d'argent et partir ailleurs. Moi, je me souviens je pourrais toujours dire ça, le propriétaire d'Afriland First Bank, Dr Foucan, un jour au Cameroun, m'a dit, mais chez vous, au Congo, vous n'êtes pas fait pour les affaires. Vous êtes là pour trop parler, mais vous n'êtes pas fait pour les affaires. La preuve est là. On commence à plairer derrière tout ça. Faites-nous une banque, ben, faisons notre banque nous-mêmes, malheureusement. Mais, Aimé Lambala, oui, c'est vrai que vous faites un peu un tableau un peu sombre du monde des affaires congolais, surtout par rapport Non, j'ai dit la vérité, c'est pas sombre, j'ai dit c'est quelque chose. Est-ce que j'ai menti on a des petites banques? J'ai menti que les 200 000 assurés, ils sont pas, j'ai dit la vérité. Ma Qui question est interdit au celle-ci. Congolais d'avoir une banque? Personne. Ma question est celle-ci. Par exemple, en France, on voit des investissements étrangers. Vous avez tous ces fonds qui viennent de l'étranger en France. Vous avez des grandes entreprises étrangères en France. Mais comment ces entreprises-là arrivent à créer et de l'emploi et de la croissance en France? Même aux États-Unis, vous avez des entreprises gérées, créées par des étrangers. Mais comment en France, aux États-Unis, on participe à l'économie, mais en RDC, vous dites que les fonds doivent être rapatriés, qu'ils ne soutiennent pas la croissance, il faut que les Congolais puissent eux-mêmes participer dans ce monde des affaires. Comment vous le dites? Ben, moi, je dirais que ce n'est pas à l'État. Donc, déjà, on n'a pas de grandes entreprises. Les gens n'y sont pas riches. On parle un peu de minerais, tout ça. Ben, il n'y a pas l'argent. Quand je viens de parler, quand il y a des petites banques, en France, aux États-Unis, les gens qui sont riches, il y a des riches, il y a des fonds, des pensions qui sont là, il y a des assurances à vie. Donc, assurance santé, assurance vie, tout ça. Donc, les gens, il y a beaucoup d'argent, il y a liquidité, il y a les pouvoirs d'achat. Si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, je crois que les gens vont pas investir. Si il y a moins de capital. Dans des pays que tu viens de parler, États-Unis, France, tout ça, mais il y a de l'argent. L'épargne, un exemple, dans un pays comme la France aujourd'hui, l'épargne, les gens, ils ont épargné aujourd'hui en France plus de 3 000 milliards d'euros en épargne, ils touchent pas. Donc, avec 3 000 milliards comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire les banques? Ils vont donner le crédit par-ci, par-là. Ils vont financer les entreprises. Ils vont donner le crédit à la consommation. Les crédits revolving à tout le monde. Qu'il y aura l'économie qui va fonctionner. Il y aura quoi? Il y aura aussi la création d'emplois. Les gens vont travailler, il y aura création d'emplois. Parce qu'il y a l'investissement est là. Mais nous, les gens, ils viennent pas parce personne ne vient. Il y a beaucoup d'argent à l'extérieur, mais les gens, ils viennent pas parce qu'on a une petite économie. Deuxièmement, il y a la monnaie qui n'est pas stable. Troisièmement, le problème politique. Donc, il y a des querelles politiques de gauche à droite. Un vrai investisseur ne viendra pas dans un État comme ça. Donc, ailleurs, il y a beaucoup d'argent qui traîne, malheureusement. Depuis qu'on a parlé partenariat public-privé, aucune société vient chez nous. Hein. Parce que l'affaire n'est pas intéressante. Nous, on croit l'effet de posséder tous ces minéraux là, oui, on est meilleur. Non, on n'est pas meilleur. On manque un peu l'intelligence, on manque un peu le main-d'œuvre qualifié, beaucoup de choses. Et tout ce querelles politiques qu'on a, c'est qui fait que ça fait fuir l'investisseur. Le vrai investisseur, il ne viendra pas dans un État comme ça. La preuve en est, depuis qu'on a parlé, combien ils sont venus? Mais Nicolas Kazadi, ministre des Finances en RDC, a dressé un tableau élogieux par rapport à la RDC, notamment dans ses efforts auprès de ses partenaires, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Est-ce que, quelque part, sur le plan papier, chiffre, le ministère des Finances affirme que les efforts menés par le gouvernement de la RDC pour assainir le climat des affaires, pour booster l'économie de la RDC, ça avance? Sauf que même s'il y a certains problèmes dans les retards de paiement des salaires des fonctionnaires, mais quand même, il y a cette croissance qui est activée. Mais je ne sais pas, un peu, quand vous parlez un peu, bon, je suis pas contre Nicolas, que je salue, je connais le frère, donc je parle un peu du pays, hein, donc on met un peu les sentiments à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faut rien. Vous parlez des FMI, tout le monde, on programme des FMI, mais vous endettez, vous êtes content de vous endetter? Si un État est indépendant,
Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il ne faut pas courir tout le programme des FMI, vous avez peur des FMI. C'est n'importe quoi. Combien ils nous ont donné? Si on donne 1 milliard, on est incapable d'avoir 1 milliard. Il faut courir derrière eux. Mais non, messieurs. Ce n'est rien du tout, ça, 1 milliard, 2 milliards. Quand vous avez dit que vous avez 14 milliards de budget, ben alors, quoi bon, l'FMI? Qu'est-ce qui apporte? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la présent? On peut me parler un peu climat des affaires, ça a été tout ça. Oui, je crois. Même, c'est fort rien. Si un budget qui était des 14 milliards, du jour au lendemain, il y a un déficit public, c'est-à-dire que les budgets n'étaient pas sincères. Deuxièmement, il y a ensuite un déficit primaire aussi. Pourquoi? À chaque fois, l'État congolais, les trésors, donc le ministère des Finances, il s'endette. Il va toujours au marché des crédits pour prendre 40 50 millions tout le temps auprès des Congolais pour les dépenses contraignantes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, il y a les climats d'affaires. Quand on dit climat d'affaires, je vais savoir dans quel domaine. Si je vous pose la question dans la finance, quelle est l'importance du climat d'affaires dans la finance? Dans les transports? Il n'y en a pas. Dans les services, quel est le climat d'affaires? Oui, mais si tout est au beau fixe, on dit que très bien, ok, très bien. J'y crois à ce qu'on veut me dire. Mais messieurs, mais il y a des gens qui sont dans des coins, cette croissance à 4-5% qu'on entend parler. Mais si tu arrives à Anjil et on ne voit pas ça, cette croissance, hein, quel est le nombre d'emplois qui ont été créés dans le privé? Oui, peut-être quelques emplois un peu, un secteur dans le privé. Mais il n'y a pas de vrais emplois. Il n'y a pas d'investissement. Dis-moi, quel est l'investissement qu'on a eu au Congo jusqu'à présent? Il n'y en a pas. Mais quand j'entends parler, il y a de 14 mois, 16 mois, les gens sont impayés. Mais la croissance est où? Mais si vraiment, monsieur, il s'attendait à avoir les climats des affaires est bon, il est félicité par-ci, par-là, ben, je crois que les investisseurs viendront eux-mêmes. On ne va pas faire la manche tout le temps à monter les 200, 300 millions de lions de FMI. Mais non. Les FMI est là pour nous accompagner. Moi, je crois qu'on ne va pas faire des éloges tout le temps. FMI, on est content, on fait ça. Non. Kabila a dirigé, excuse-moi, je ne peux pas dire. Il fut un temps au Congo, on n'avait pas FMI. On n'avait pas une crise comme ça, il faut faire attention. FMI, on accepte, on refuse pas les FMI. Mais qu'est-ce qui nous en... Monsieur Nicolas, je vous pose la question, quel est le modèle économique du Congo? Donnez-moi. Dans quel secteur? Dans les services? Dans quel service? Dans l'aérien, tout ça, il n'y a pas un modèle économique sûr. Est-ce que vous savez un peu, pour parler un peu, un pays qui est en marche, quel est le taux de chômage? Vous connaissez le taux de chômage au Congo pour savoir que le chômage a diminué, pas qui est la croissance? Je ne sais pas si combien vous connaissez le taux de chômage en RDC. Quel est le nombre de jeunes qui vont finir les études, ils ont trouvé l'emploi? Je ne sais pas le nombre des combien. Tout ça, il faut faire allusion. Quand il y a croissance, il faut sentir ça dans plusieurs domaines. Je ne suis pas là pour fustiger, dire du mal du gouvernement, mais je suis là pour dire la vérité, c'est tout. S'il faut changer, il faut changer. Il ne faut pas se laurier un peu en disant que oui, l'FMI nous a dit ça, oui. L'FMI est là si vous arrivez à payer des dettes. L'FMI est là si vous arrivez à sacrifier beaucoup de choses chez vous. Ils sont contents de ça. FMI est là si vous arrivez à avoir une monnaie faible comme ça, vous arrivez à payer des taxes, tout ça, donc des intérêts par rapport au crédit. Ils sont là pour ça. Mais les restes banques, prenez l'argent des FMI, vous clouez quelque part. Ça ne veut pas dire que si vous êtes avec le FMI, ben, tout est rose, oui. Ceux qui sont avec le FMI, c'est des gens qui sont malades, des pays qui sont malades, qui cherchent toujours un recours quelque part, malheureusement. Donc, on ne peut pas se leurrer en disant oui, les FMI, oui, mais on est un bon programme. Bon, messieurs, je vous dis que quand on dit que tout va bien, mais pourquoi on n'arrive pas à voir, c'est-à-dire à s'endetter dans le marché international? On s'endette toujours en RDC. Mais si on est très bien, il faut aller s'endetter dans le marché international. On peut avoir 50 à 100 milliards de dollars maintenant. Mais on recourt toujours en RDC, dans les petits marchés un peu SVT au Congo, pour avoir 20 à 30 millions de dollars, c'est tout. Donc, on parlait un peu de FMI qui nous jette un peu tout ça. Donc, tous les pays, même de pays un peu pauvres, ils s'en sortent. Je te donne un exemple aujourd'hui avec la Russie. La Russie est exclue sur tout, mais le Russe, il s'en sort. L'économie russe est meilleure maintenant aujourd'hui que toutes les économies. Le Russe, ils sont meilleurs aujourd'hui. J'ai suivi aussi le diagnostic des FMI. Ils ont dit que par rapport à tous les pays européens, la croissance des Russes l'année 2024, 2025, ça sera excédentaire. Ce qui veut dire que les Russes, ils sont mieux, malgré ils sont plus exclus dans des sphères internationales.
Donc, je crois qu'il faut vraiment oublier un peu ces mots FMI parce que les Congo, moi j'entends tout le monde parler, oui, FMI, FMI, ou 50 ans. Non, mais non, mais excuse-moi un peu, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ça a changé quoi avec FMI? C'est pour rien, rien du tout. Il y a les gens, ils sont toujours pauvres et il n'y a pas de croissance. La croissance, elle est où chez nous? La croissance, elle est dans le minier, c'est tout. Ça crée combien d'emplois? Excuse-moi un peu, combien d'emplois sont créés de par un minier? Et cet argent-là, c'est combien? Malheureusement. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme où nous recevons Aimé Lambala depuis Paris en France, expert en haute finance. Vous êtes dans votre programme depuis les États-Unis d'Amérique à Dallas. Quel est l'impact du secteur des affaires dans l'économie nationale? Est-ce que cette fois-ci, à l'aube de la formation du gouvernement qui sera dirigé par Madame Judith Tuluka, est-ce que les politiques seront mises en œuvre pour que le secteur des affaires, le monde des affaires en RDC, puisse impulser positivement l'économie nationale? Ben, il faut, dans le climat des affaires, comme on a toujours dit qu'il est bon au Congo, ben, je ne sais pas s'il est bon. Il y a plusieurs critères. Un, d'abord, quand je parlais un peu, le pays est là. Il y a l'argent à l'extérieur, les gens ne viennent pas. Parce qu'on nous trouve, on n'est pas sérieux. En premier lieu, il faut devenir sérieux. Le deuxième, un investisseur viendra dans un état où il y a fluctuation négative de la monnaie. Le franc congolais est toujours dépressif. Il faut faire tout pour stabiliser ces francs congolais-là. Il faut faire tout le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il faut, il y a la concurrence qui est là. Un investisseur qui viendra chez nous avec son argent, mais quand on a une monnaie, le franc congolais, qui est dépressif tout le temps, en dépression tout le temps, donc qui va venir faire les affaires dans un état comme ça? Deuxièmement, il y a aussi donc des tracasseries, tout ça, donc dans plusieurs domaines un peu, donc il faut payer par-ci par-là, tout ça. Donc il y a les douanes, la douane, beaucoup de choses, tout ça. L'État congolais est content de presser un peu les investisseurs pour gagner l'argent. Mais et pourtant ça ne sert à rien. Avec je donne un exemple, les impôts sur les sociétés qui est exorbitant. Ben voilà un peu, ça ne sert à quoi? Il favorise plus l'extérieur. Je pourrais pas, je dis pas du mal. Il y a les contrats chinois qui viennent d'être renégociés. Mais combien d'entreprises congolaises ils sont impliquées? Aucune, malheureusement. Donc, quand tout le monde est content avec un contrat du siècle à 7 milliards, mais les Congolais, ils sont exclus. Les entreprises congolaises sont exclues. J'ai parlé avec ceux de la FEC, il y a ces clubs d'économistes avec messieurs Horizon Massamba qui fait partie du club des entreprises du Congo. Ben, il m'a dit, on n'est pas servi, malheureusement, le 7 milliards, on ne voit pas la couleur. Ils viennent pour nous, dans un autre pays, mais nous-mêmes, il n'y a pas même le ruissellement de l'échelle des valeurs monétaires. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ruissellement monétaire de l'échelle des valeurs pour les entreprises. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de croissance organique. Mais est-ce que sur le plan, sur le plan technique, professionnel, est-ce que les entreprises congolaises ont les qualifications nécessaires pour gérer ces marchés, pour faire le travail pour lequel on a besoin? Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on ne donne pas aux Chinois, que l'on ne donne pas aux Turcs, que l'on ne donne pas aux Libanais, ainsi de suite, est-ce que
les Congolais qui vont remplacer ont les mêmes compétences, qualifications pour, par exemple, mettre des carreaux selon les nouvelles technologies en construisant une maison, par exemple, comme le centre financier? Non, je crois qu'on a un petit problème un peu de la qualité, parce que je vois même dans mes maisons un peu privées, hein, on a un problème des qualités, on a un problème aussi de l'expertise, on a un problème aussi de la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre n'est pas qualifiée, malheureusement. Bon, quand je plaide pour les entreprises congolaises, malheureusement, que le personnel est moins qualifié. Parce que quand tu parles un peu des carreaux, j'ai vu une fois quelqu'un qui met le carreau dans une maison pour couper, il n'a même pas une machine pour couper le carreau. Ici, on peut par terre, tout ça, tout. Donc, ce qui veut dire que on n'est pas qualifié. Donc, voilà, on fait appel à l'extérieur parce que la plupart des cas, 3/4 des Congolais, ils sont pas qualifiés parce qu'on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée du point de dans l'électricité. Oui, il y en a quand même. Hein. Bon, je vois même des immeubles qui tombent à Kinshasa, donc pareil. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème aussi dans l'architecture au Congo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que la meilleure des choses, il faut faire exporter un peu à l'extérieur, un peu quelques jeunes qui ont fini les études dans plusieurs domaines, qui puissent un peu s'expérimenter à l'extérieur pendant 3-4 ans comme ça avec un projet, même 1000-1500 comme ça, qui reviennent. Parce que je pourrais dire un exemple pour la Chine. On est en train de parler de la Chine. Dans les années 80 ou 78 comme ça, la Chine, pour aujourd'hui, on est en train de parler, la Chine est émergente. Mais dans les temps, les Russes, ils sont partis. Il y avait 16 000 Russes qui sont partis en Chine. Médecins, infirmiers, tous ingénieurs pour aider les Chinois avec 6 milliards comme liquidité pour pousser la Chine à aller en avant. Donc nous, on peut vous parler sans qu'il y ait une bonne main-d'œuvre qualifiée. Ben, les travails seraient toujours pour les autres, sans pour nous, quoi. Donc, je plaide aussi pour nos compatriotes qui ont des sociétés. Malheureusement, avec les passés, on a donné le marché aux Congolais pour finir 3/4 des marchés se sont soldés un peu par des échecs, quoi. Donc, pourquoi? Parce que déjà, quand on tend un marché, un Congolais, on exige 20 à 30% des commissions. Donc, il peut plus travailler librement. Déjà, quand tu me donnes un marché d'1 million, tu me prends 300 000, 400 000. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, les politiques, ils sont contents que ça ne marche pas demain en structurant quelque chose dessus des tables des commissions, malheureusement. Donc, il faut qu'il y ait une transparence. Il faut dire à tous ces gens-là de ne pas donner. Bon, si tu ne donnes pas, tu n'auras pas aussi ces marchés-là. Donc, la preuve année, regarde un peu l'histoire aussi. On est en train de parler aujourd'hui à la Cour des cassations avec le 1000 puits. Donc, 1000 puits déjà, non, forage plutôt. Donc, on a donné aux Congolais. On a donné aux Congolais. Malheureusement, ben, on est en train de dire qu'il y a le forage à 250 000, tout ça. J'ai suivi quelqu'un qui défend quand même ces genres de forages et ça m'a fait mal d'entendre ça. Aimé Lambala, maintenant, vous avez aussi un certain problème. Sans classe moyenne, comment développer le secteur des affaires en RDC? Parce que ça ne sera pas toujours le gouvernement à donner des marchés, à faire des grands projets où il appelle les gens, venez participer. Mais comment aussi créer cette classe moyenne parce qu'il y a un fossé? Nous remarquons dans la plupart des pays en Afrique, pour la majorité, pour ne pas citer seulement la RDC, vous avez une classe des très riches qui sont en politique et une classe des très pauvres. Il n'y a pas un pont dans ce gap de la classe moyenne. Comment créer cette classe moyenne qui pourra consommer, qui pourra faire commander des travaux, des projets? Donc aussi, il faut dire, moi j'ai toujours réfléchi ici, je dis, il faut un projet d'un État. Un projet, c'est quoi? On peut envoyer des gens en Europe, tout ça, des jeunes, tout ça, ils vont pas revenir. Il faut s'entendre que 99%, ils seront pas là, ils vont rester là-bas. Parce que je peux y aller, on peut m'envoyer travailler, étudier, au retour, il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut? L'État congolais est appelé à faire ceci. L'État congolais est appelé à prendre. Ça, c'est un projet que je pourrais donner un exemple. Tu m'as parlé de la classe moyenne. Sans classe moyenne, entre la classe supérieure, la classe d'en bas, la classe moyenne, qui peut avoir un salaire de $2 000 ou 2500, $3000, c'est cette classe-là qui peut être émergée pour demain. Et cette classe moyenne, si on a déjà 20 millions de Congolais de classe moyenne, ce serait déjà très intéressant qualifié. Mais on n'a pas 20 millions de Congolais en classe moyenne. Deuxièmement, il faut réduire les taux de chômage, parce qu'on a 85% des chômeurs. Un pays avec 85% des chômeurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Vous parlez de la croissance, il n'y aura pas de croissance parce que les gens sont là au détriment des autres. Donc, il n'y a pas de croissance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ceci. Donc, si les gouvernements m'écoutaient, donc tous ces qu'est-ce qu'il peut faire, Madame Judith? Je lui donne un conseil.
il faut faire ceci. Prenez 1500 jeunes licenciés en économie, en droit, sur plusieurs secteurs du pays. Envoyez ces gens-là à l'extérieur du pays pendant 3 ans. Ils ont déjà fini les études. Vous les envoyez en France, en Chine, par-ci, par-là, apprendre. Durant leur séjour en Europe, il faut donner à chacun une bourse qui est là. 1500 jeunes comme ça, vous les laissez en Europe pendant 3 ans, qu'ils soient formés. Au retour, il y aura quoi? On aura 1500 jeunes formés. Il faut les répartir dans toute la République. Une fois au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une maison, donc il faut que l'État construise 1500 maisons pour ces gens-là. Une fois, ils retournent avec l'expertise, ils occupent une maison. Il y a un véhicule aussi, parce qu'il vient de l'Europe. Ce n'est pas l'Europe, mais c'est un cadre supérieur quand même. Il vient avec une maison, un véhicule, maison de fonction, c'est pas lui, hein. La maison de fonction, pour lui, une maison de fonction, un véhicule de fonction aussi, un chauffeur. Et quand il va revenir au Congo, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un pécule quand même pour lui, parce que durant ce séjour, vous lui donnez même 15 000 dollars dans le compte bancaire. Il a ça. Tu as 1500 jeunes formés comme ça, et le 1500 vont faire quoi? C'est déjà une classe moyenne qu'on a créée. Et cette classe moyenne qualifiée des gens de l'extérieur, ils vont avoir un salaire peut-être de 2500 dollars, de 1500. Là, la première année, et ces 1500 vont faire quoi? Il y aura des ingénieurs, il y aura des médecins qualifiés, il y aura tous ces gens-là. Ils vont faire quoi? Ils vont travailler. Ils vont pousser les autres à avoir la technologie qu'ils ont appris là-bas durant 3 ans. Médecine, ingénierie, tout ça. Là, c'est la première année. Deuxième année, on envoie encore deuxième vague pendant 3 fois comme ça. Et on aura presque 5000 qualifiés qui sont au pays. Et le 5000 sera quoi? C'est une classe moyenne qu'on a créée. Et eux, ils vont former maintenant les autres Congolais dans plusieurs domaines. Et on va pas envoyer 1, 2 personnes. Donc, on aura déjà plusieurs, des Congolais bien formés dans plusieurs domaines. Mais si vous m'envoyez un projet, vous m'envoyez en Europe, au retour, il n'y a pas un travail qui m'attend, je vais prévenir. Il faut envoyer des gens, il y a un projet derrière, vous les répartissez dans tout le pays, dans chaque province, vous répartissez ces gens-là. Quand on a 5000 jeunes un peu formés comme ça, je crois que c'est déjà une main-d'œuvre qualifiée qu'on aura sur place là. Et c'est déjà une classe moyenne formée. De cette classe moyenne formée doit avoir quoi? Doit aider encore les autres. Parce qu'il y a 1500 ou 5000 des gens qui sont bien formés. Ils vont former beaucoup de gens aussi après. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut vraiment cette classe moyenne formée pour nous qui va faire que tout aille comme il faut. Aimé Lambala, pour ceux qui n'ont plus cette possibilité d'être formés, comme tu l'as dit dans ce programme, ils ont déjà créé leurs entreprises, ce sont des patrons, ils se sont établis. Comment faire maintenant pour qu'ils puissent entrer dans la norme de telle sorte que leur entreprise fasse partie de ce monde des affaires capable de pouvoir impulser positivement l'économie nationale en RDC? Mais je crois qu'il y a plusieurs branches. Il y a la FEC qui est là, il peut les orienter. Il y a le club des entreprises du Congo, il y en a beaucoup, hein, parce que moi, je peux pas, si c'est un peu, il y a un problème, il faut savoir qu'est-ce qu'il peut faire, parce que, disons, les Congolais, on se programme du jour au lendemain, homme d'affaires, du jour au lendemain, on est affairé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le suivi. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas fait pour les affaires, vu qu'il a un frère qui devient ministre, il octroie un marché, d'un coup, il crée une société, il devient homme d'affaires, c'est tout. Mais si ça marche pas demain, parce que il faut qu'il résiste, parce qu'il y aura son frère qui est à côté. Mais il faut qu'il y ait des gens qui ont la gêne aussi des affaires. Mais si tu n'as pas ça, tout ce que tu feras, ça sera toujours un échec. Donc, il y a la FEC qui est là, on peut les orienter, les clubs des entreprises de messieurs le président, je crois, qui est Horizon Massamba. Donc, ils ont les clubs des entreprises congolaises, donc des entreprises congolaises, quoi. Toutes les entreprises congolaises sont là. Donc, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, vas-y, dans tel, ils sont là, bon, il faut avoir consulter des gens capables qui peuvent les orienter. Donc, moi, si quelqu'un m'appelait aussi, je pourrais lui fournir quelques conseils. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos programmes depuis les États-Unis d'Amérique en connexion avec Paris, en France, où nous recevons pour vous Aimé Lambala, expert en haute finance.
Aimé Lambala, c'est déjà la fin de notre programme. Nous prenons la dernière ligne droite. Comment ce gouvernement peut avoir des objectifs tournés aussi vers l'émergence d'un monde des affaires congolais épanoui? Mais je ferai. Moi, je crois que ça, c'est des beaux discours qu'on est en train de parler. Hein. Parce qu'il n'y a pas du nouveau chez nous. Donc, tous ces gens-là, on peut beau parler pour le ministre, on peut beau parler, est-ce qu'ils vont écouter? Non. Parce qu'ils sont là pour leur parti politique. Parce qu'ils sont là pour leur famille. Ils sont là pour s'enrichir, c'est tout. Le chef de l'État a dit qu'il veut faire des Congolais millionnaires. Ils peuvent s'aligner derrière ça. Il veut faire les Congolais millionnaires. Si, il a raison, il a dit qu'il devait faire les Congolais millionnaires, mais il faut qu'il y ait l'attractivité économique et financière. Mais s'il n'y en a pas, on peut beau parler, mais il n'y aura pas de millionnaires. Donc, Monsieur le Président, quand il a dit ça, il faut qu'il y ait le marché des crédits. On a un petit marché des crédits. Il n'y a pas de liquidité très importante. La Banque centrale est incapable il confond un peu l'inflation à court terme, à long terme. L'année dernière, j'ai suivi, il y a eu quand même, francophonie, les élections, tout ça. Mais la Banque centrale a augmenté de 1600 points de base le taux d'intérêt. Donc, quand on monte à 1600 points de base de taux d'intérêt, on casse la croissance. Quand on casse la croissance avec un franc congolais qui est dépressif, ce qui veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait la croissance. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais Nicolas Kazali devait appliquer maintenant la politique économique, donc d'expansion. Ils n'ont pas fait ça pour permettre un peu une lueur d'espoir à la croissance. Malheureusement, personne n'a fait ça. Donc, la Banque centrale, le taux de chômage, personne n'est au courant de ça. Donc, vous pouvez beau parler un peu tous ces gens-là, quand ils viennent d'arriver au pouvoir, ils devenir des ministres, du jour au lendemain, ils oublient tout. On répétera la même chose, tout ça, il y aura toujours la même chose, malheureusement. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans, 30 ans? C'est le même tête qui reviennent, ils sont incapables d'apporter du nouveau. Mais pour s'en sortir, il faut qu'il y ait l'expertise, je dirais à Nicolas Kazadi aussi, parce qu'il faut savoir quel est le taux de chômage au niveau national. Il faut savoir tous les 3 mois, il faut savoir que les chômages a augmenté ou diminué. Donc, chaque province qui est la province qui a moins de chômeurs, plus de chômeurs, qui est la province qui apporte de la croissance. On ne sait pas. Il faut avoir aussi aux limites pour la Banque centrale, savoir quelle est l'inflation qu'on doit avoir par année. L'inflation de 5 à 6%. Et tout ce qu'on nous dit, l'inflation à 4 à 5%, je ne crois pas. Il y a aussi une inflation aussi d'actifs réels, donc qui est là, pour l'inflation immobilière, que personne ne voit ça. Cette inflation détruit l'économie congolaise. Donc, l'immobilier, donc une inflation, le franc congolais et les dollars, des deux monnaies, après une transaction immobilière, les deux monnaies n'ont pas de valeur. Personne n'a réfléchi. Il y a une inflation corrosive, c'est-à-dire alimentaire, ainsi qu'une inflation pour l'énergie. Vous voyez un peu quand il y a moins d'électricité par-ci, par-là, c'est une inflation parce que la production doit impacter sur les consommateurs. Ce qui veut dire qu'il y a une inflation cachée aussi, que personne ne fait attention. On peut beau parler, donc il y a beaucoup de choses à arranger, mais les gens, ils font pas attention. On se rebuffe dans un secteur seulement en oubliant l'autre. Pour s'en sortir, le franc congolais est une monnaie dépressive qui ne remplit pas les 3 critères d'une monnaie. Unité des comptes, oui, intermédiaire d'échange, mais revenu de valeur, non. Donc, ce qui veut dire que le franc congolais, on ne peut pas investir là-dessus, on ne peut pas acheter quelque chose, donc, c'est-à-dire épargner là-dessus. Donc, il faut que la Banque centrale puisse vraiment comprendre ce qu'il faut faire, mais avec l'air politique monétaire, j'entends parler pour l'instant, ça n'a rien apporté, malheureusement. Donc, le franc congolais est toujours en dépression. Donc, des fois, les présidents demandent, il faut faire assez que le franc congolais puisse retrouver la valeur, tout ça. Malheureusement, je dirais aussi, avec le régime d'échange flottant, sur les marchés qui régulent le taux d'échange, l'offre et la demande. Ce qui veut dire qu'on a une monnaie qui est moins importante, ce qui veut dire que la forte monnaie, le dollar, déprécie notre monnaie. On ne peut pas avoir l'ancrage avec les deux monnaies. Une fois les francs qu'on est ancrage avec le dollar doit dominer toujours. Donc, ça veut dire que les taux d'intérêt en franc congolais est calqué sur le dollar, ce qui fait dire qu'il y aura toute dépression du franc congolais dans l'économie congolaise. Donc, vouloir ou pas, les francs congolais arriveront un jour à 30 ou 40. Pourquoi? Parce que la politique monétaire n'est pas bonne appliquée par la Banque centrale. Il n'y a pas la symétrie, la polysymétrie monétaire budgétaire monétaire entre le ministère des Finances ainsi que le ministère de la Banque centrale. Quel horizon voyez-vous pour la RDC en termes de questions financières et surtout, quelle est la dynamique? Moi, je crois que je donnerais conseil, il faut consulter les autres, il faut apporter du nouveau. Il ne faut pas rester figé sur ce que vous avez là-bas,
tout ce que vous faites. Moi, je me souviens avec vous, on avait fait des émissions, je vous dirais tout le temps que le budget n'était pas conforme. Moi, toi, tu m'as dit un jour, oui, mais cette année, ça y est, non, c'est pas juste. Donc, tous ceux qui disent un peu, c'est un peu poudre aux yeux, tout ça. Jusqu'à présent, les budgets de Congo, c'est 7 à 6 milliards avec les aides, 7 milliards, quoi. Donc, ce n'est pas 15 à 20 milliards qu'on nous a barbouché un peu. Ce n'est pas critiquer mon gouvernement. J'ai dit la vérité pour qu'il change, c'est tout. Je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance, jamais. Je ne le ferai pas. Je ne critique pas ni les chefs pour dire que c'est non, j'ai dit que il faut changer les choses, il faut apporter l'expertise externe, il faut écouter aussi les autres qui disent que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Écoutez-les, c'est tout. Les Congos, on est capable, c'est faut rien. Si vraiment des gens capables sont là, on peut avoir un budget de 10 à 15 milliards, c'est tout. Il y a des pratiques, on peut amener un budget demain de 10 milliards, 15, 20 milliards vrais. On crée une dette en interne. On crée une dette et cette dette se transforme en liquidité. De 10 milliards de liquidité. Une dette créée en liquidité, ça apporte plus un peu dans le budget. Mais il faut connaître ça. Donc, l'argent est là. Il faut avoir la tête pour qu'ils puissent mettre ça en exécution. Malheureusement, moi, je vois, c'est des copier-coller que les gens font là-bas. Donc, il faut apporter autre chose, amener l'expertise des autres personnes et ça ira. C'est pas pour prendre la place des autres, c'est pour conseiller un peu pour mon pays qui ait une attractivité demain. Je dirais que peut-être j'ai pas été trop dur, hein, donc si les gens trouvent j'ai pas été trop dur, je préfère dire les vérités et non froisser. C'est pour l'intérêt national. Je vise pas une personne ou deux personnes, mais j'ai dit que pour un Congo, un bon Congo, il faut accepter les critiques. Mais c'est pas pour des critiques un peu bêtes, quoi. Moi, je suis là pour fustiger une, deux personnes, mais des critiques positives pour l'économie nationale et tous ensemble, on vaincra l'impossible. Un grand merci, Aimé Lambala. C'est moi. De partout, vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Aimé Lambala, expert financier. La grande problématique, comment le monde des affaires peut impulser positivement l'économie nationale en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.